Allez, cette question à présent, alors que le resserrement monétaire est en cours, les hausses de taux sont en cours aux États-Unis, elles vont arriver bientôt évidemment en zone euro l'année prochaine, plutôt deuxième semestre, avec la BCE. Comment se prémunir, comment se protéger? Parce que quand on a un épargnant dans son portefeuille, que ce soit de l'assurance vie, du PEA, du compte titre, on a tous, Frédéric Lorenzini, bonjour. Bonjour David. Fondateur du site N3D. Oui. On a tous en portefeuille, si on regarde bien, il y a des obligations. Et donc, il y a ce risque. Alors, le risque, c'est pas... On n'est pas en phase d'hyperinflation, il n'y a pas a priori de gros dérapage, mais on sait que la baisse des taux, c'est derrière, la stabilité, c'est derrière a priori. Devant nous, il y a quoi? Ça va bouger. Ça va bouger à la hausse en termes de taux d'intérêt. Et donc, on entend souvent ce risque de hausse de taux. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Un peu de pédagogie, de didactisme. Schématiquement, pour être très pédagogue et très clair, schématiquement, quand les taux montent, le prix des obligations baisse. C'est systématique. Mais ça n'a rien d'évident pour le commun des mortels. Alors oui, c'est contre-intuitif. Mais quand ça monte, ça baisse. Les taux montent, le prix des obligations baisse. Et à l'inverse, quand les taux baissent, le prix des obligations monte. C'est systématique. C'est symétrique. Alors les taux américains ont bien monté. Sur le 10 ans américain, on est au-delà de 3%. Le 10 ans français, on est à 0,6. Le 10 ans allemand à 0,3. Et effectivement, en 2019, normalement, on va assister à des remontées de taux de la BCE. Donc les taux vont remonter. Lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement. Le prix des obligations va baisser. Et si vous avez des obligations en portefeuille... Dont le cours, dont le prix baisse, on fait une moins-value. Ça, c'est assez simple à comprendre. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Et ce phénomène, encore une fois, qu'on l'explique simplement, alors, cette balançoire, on appelle ça un phénomène de balançoire. Il y a simplement, c'est difficile à expliquer simplement, parce que c'est un petit peu technique. Non. Je vais prendre un exemple concret. Vous avez en portefeuille une obligation que vous avez achetée il y a un certain temps qui rapporte du 1% par an. Vous êtes content. Maintenant, aujourd'hui, sur le marché, pour le même profil d'obligation, le même niveau de risque, mieux rémunérée. Elle va être rémunérée 1,5%. Plus 1%, celle que j'ai, mais 1,5%. Voilà. Celle que vous avez en portefeuille, vous l'avez achetée il y a 2 ans, elle rapporte du 1%. Ouais. Maintenant, sur le marché, une nouvelle obligation avec le même profil, ça rapporte du 1,5%. Ben, grosso modo, un investisseur, vous avez envie de vendre votre papier. Personne ne va vouloir lâcher. On va vous dire, ben, écoutez, mon vieux, pour ce niveau de risque, j'ai une rémunération à 1,5%. Pourquoi tu veux que j'achète ton papier à 1% alors qu'aujourd'hui, sur le marché, on a du 1,5%? Si vous voulez vendre votre papier à tout prix, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez baisser le prix de votre papier. Voilà. Vous allez baisser le prix de votre papier jusqu'à un moment où le rendement actuariel de votre papier ne sera plus de 1%, mais de 1,5%. Vous allez vous aligner sur les conditions de marché. Voilà. Sous-entendu, il faut évidemment avoir besoin de vendre son obligation. Le mieux, en ces cas, c'est d'attendre l'échéance et de ne pas le... C'est quand on a besoin de ses sous que c'est problématique. Si, c'est comme sur les actions. Si vous n'êtes pas contraint à vendre... Pas vendu, pas perdu. Voilà, c'est ça. Si vous avez le temps devant vous. Mais ça, c'est important. Ça veut dire que quand on est un investisseur, souvent les particuliers ont du mal à intégrer le fait qu'une stratégie se joue dans le temps, pas sur 6 mois, mais plutôt sur 6 ans. Et qu'il faut clairement être sûr de pouvoir immobiliser son argent sur suffisamment longtemps. Voilà. Et donc, parce que les taux d'intérêt vont remonter, celles et ceux qui ont des obligations verront, en termes de valorisation, s'ils ne vendent pas, ils ne perdent pas, mais en termes de valorisation, quand on regarde la valo, là, sur la VL, ça va baisser, c'est mécanique. PEA, non, PEA, non, j'ai une bêtise. Non, pas PEA, non. Non, pas le PEA. Alors, ceci dit, vous savez que vous avez des ETF obligataires qui, par une petite astuce, vous permettent de mettre de l'obligataire dans le PEA. Mais je ne pense pas que ça concerne le commun des mortels. Donc, hors PEA, j'ai une bêtise, mais assurance vie, compte titre. Okay. On a tous parfois, sans le savoir aussi, des obligations, des lignes, des titres obligataires en portefeuille. Qu'est-ce qu'on fait donc? Parce qu'on n'a pas envie d'être victime d'une remontée des taux, de voir la valorisation de ces obligations en portefeuille baisser. Alors, au travers de SICAV d'ailleurs, les Français n'ont pas, a priori, les particuliers, on a rarement des obligations de l'obligation en direct. Oui, souvent c'est à travers des fonds que vous avez de l'obligataire. Ce phénomène un peu de balancier symétrique, il est d'autant plus sensible que votre obligation, elle a une durée de vie résiduelle longue. Je vais vous prendre un exemple concret. Vous avez une OAT française, donc une OAT c'est une obligation, c'est un emprunt d'État. Oui, française. OAT française qui sera remboursable en juillet 2060. Donc il reste à peu près presque 42 ans à vivre. Ouais. Alors là, par contre, la hausse des taux, ça fait mal. En fait, quand une obligation a devant elle une durée de vie résiduelle très longue, elle est très sensible. Et donc, très sensible aux hausses de taux d'intérêt qui vont faire baisser son cours, son prix. Cette obligation, cette OAT qui rapporte en façade du 4%, remboursement 2060, elle a une sensibilité de 25. Ça veut dire quoi concrètement? Une sensibilité de 25, ça veut dire que quand les taux vont remonter de 1%, votre obligation va perdre
25%. Des taux qui montent de 1%, ça veut dire que le taux à 10 ans passe de 1 à 2. Alors, aujourd'hui, sur le 10 ans, on est à peu près Oui. à 0,6, 0,7 entre J'ai donc on va arrondi, hein. passer. J'ai repris votre exemple de 1%. Voilà. On va passer de 0,6, 0,7 à 1,6, 1,7. Ce qui n'a rien de démentiel, ce qui n'a C'est rien pas démentiel. C'est pas l'apocalypse. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça, hein. c'est vrai aussi. Ça va se faire sur 12, 18, 24 mois. Mais la paume, elle sera lissée quand même. La paume, sur 12, 18, 24 mois, ça va être 25%. Ouais, voilà. Aujourd'hui, sur un truc qui rapporte du 1%, perdre 25% capital. Voilà. Cette OAT juillet 2060, aujourd'hui, son cours est à 160% du nominal. Oula, même moi je suis parti là. Il m'a Voilà. perdu. Bon, ok, là. donc on oublie ce type. Allez, on oublie ce type de détails. Mais concrètement, vous pouvez avoir ce genre de papier dans certains fonds. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un Parvest Bond euro long terme. Parvest, c'est partie du groupe BNP. Bond, c'est des obligations. Euro, c'est des obligues en euros. Long terme, c'est-à-dire qu'on investit sur des obligations qui ont une durée de vie résiduelle longue. On est sur des papiers qui ont entre une durée de vie résiduelle de 20 à 30 ans. Sur cela, ça risque de secouer. L'année dernière, ça fait moins 0,9. Et year to date, depuis le début de l'année, ce fonds a fait moins 0,8. Ouais. Et c'est assez logique. Bon. On est sur des... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a compris le phénomène, encore une fois, on a réussi, je pense, à rendre ça à peu près comestible et digeste à l'heure du repas. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On soulève le capot, on regarde qu'est-ce qu'on a dans tous ces portefeuilles et on regarde si les obligations, elles sont de courte duration, de courte durée, de longue durée. Qu'est-ce qu'on fait? Faut pas être sur des logiques de panique. Il ne faut pas dire je vends tout. Il faut faire un état des lieux. Comme vous disiez, on ouvre le capot, on regarde ce qu'il y a en portefeuille, ce qu'il y a dans le moteur. Si on a des fonds, enfin des obligations longues ou des fonds avec des durations longues, vaut mieux s'alléger, vaut mieux liquider. Comment on a l'info? Comment on a cette info de la durée? On appelle ça la durée résiduelle, c'est ça? Oui, c'est la duration. La duration, voilà. C'est un peu technique, hein, la duration, c'est un peu technique. Donc la duration, c'est la durée de vie restant à courir. Absolument, voilà, c'est ça. Mais alors souvent, sur les fonds obligataires, cette information qui est importante, hein, elle est indiquée souvent dans le nom du fonds. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un fonds qui s'appelle Allianz Euro Oblig à 3 ans. Ça veut dire quoi? C'est un fonds géré par Allianz, c'est de l'oblig euro. Et puis Allianz Oblig, 1,3+. Ça veut dire que c'est des papiers qui ont une durée de vie résiduelle de 1 à 3 ans. C'est peu sensible. Et donc là, pour le coup, on est moins exposé, on est moins sensible à la remontée des taux. Donc ça, c'est une solution. Une autre solution, ça va être d'aller sur le high yield, le haut rendement. Parce que ces papiers qui rapportent plus que des obligations... Attends, le rendement... Je t'arrête, mec. Je t'arrête, mec. Non, le haut rendement, ce sont donc derrière, il y a des entreprises qui sont plus risquées, moins bien notées, plus fragiles, et donc, en contrepartie, quand elles lèvent de l'argent, donnent un rendement, un intérêt plus élevé. Le mieux noté, c'est les obligations d'État, mais ça ne rapporte rien. Après, il y a le corporate, c'est les obligations privées. Le corporate, le mieux noté, ça rapporte un peu mieux que les obligations d'État, mais ce n'est pas beaucoup mieux. Et puis, vous savez qu'il y a une échelle de notation qui va de AAA, AA, etc. Et puis, à partir de double B, on rentre dans ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement, c'est-à-dire que ça commence à être risqué. Et là, ça rapporte plus, quoi. Et ça rapporte plus. 4%, 5%. Oui, on peut être sur du 4, du 5, voire du 6%. En même temps, le conseil. Mais en même temps... L'ami, le conseil de se dire, vous avez peur de la hausse des taux, donc transférez et prenez le risque de crédit sur des boîtes mal notées, ça vous regarde. Non, mais j'allais y arriver, David. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours, on est dans ce qu'on appelle le couple rendement-risque. Quand on veut plus de rendement, obligatoirement, on est obligé de prendre plus de risques. Donc, sur l'obligataire, si on veut plus de rendement, on va sur du haut rendement, du high yield. Qui dit high yield, haut rendement dit haut risque. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le risque de défaut, le risque que la société fasse faillite est plus important. Et il faut vraiment choisir un fonds obligataire avec un gérant qui navigue bien, qui est capable d'avoir un risque de défaut. Je trouve que transformer un risque de taux en risque de défaut, discutable. C'est discutable, mais c'est une stratégie. Sinon, il y a une autre stratégie, si on est inquiet de la hausse des taux et qu'on veut absolument rester sur l'obligataire, c'est d'aller sur des obligations indexées. Des obligations indexées, sur l'inflation. C'est des obligations indexées sur l'inflation dont le taux de rendement facial va évoluer en fonction de l'inflation. Donc si on a de la croissance économique qui se maintient en zone euro, la BCE va monter les taux, on aura un peu d'inflation et donc vos obligations indexées vont s'apprécier. Un exemple concret, vous avez un fonds obligataire sur le marché français qui s'appelle Villiers Index, c'est géré par Natixis IM. Villiers Index, ça fait 2,80 sur un an. Correct.
Ça se regarde. Ça se regarde. Il n'y a pas de solution miracle. Ouais. Il n'y a pas de solution C'est miracle. ça, en fait, voilà, il me le mange. L'idée, c'est, voilà, d'ici à 12-18 mois, les taux vont continuer à monter. Même si elles lèvent un peu le pied, les banques centrales, il y a un débat autour effectivement, de retournement conjoncturel. Mais il n'empêche, devant nous, il y a des hausses de taux. Et donc, pour regarder bien ce que vous avez en termes de portefeuille, s'il y a de l'obligataire dedans, en SICAV, en FCP, en OPCVM, et derrière, soit on allège un petit peu s'il y a des maturités, durations résiduelles trop longues, parce que là, on est très impacté. Voilà. Et si c'est des durations courtes, on est beaucoup moins sensible et on peut le cas échéant. C'est un rapportement en même temps. C'est un rapportement. Mais on est toujours, quand on gère un portefeuille, sur cette dialectique, on arbitre entre qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je vise comme rendement et qu'est-ce que j'accepte comme risque. Et si on allège sur les portefeuilles, s'il y a des obligations avec une durée résiduelle longue, on peut pourquoi pas arbitrer avec des obligations, des portefeuilles, des SICAV sur les obligations indexées sur l'inflation. On peut aller sur l'indexé. On peut faire l'arbitrage aussi, non? On peut faire de l'arbitrage. Et d'ailleurs, c'est même conseillé de ne jamais être monobloc. Souvent, les particuliers ont l'impression d'avoir trouvé la solution. Ce qui va différencier un particulier d'un professionnel, c'est que souvent le professionnel a un horizon plus long terme. Souvent, il garde mieux son calme qu'un particulier. Et puis surtout, il diversifie. C'est normal, c'est pas son argent. C'est pas son argent. Non, mais surtout, il diversifie mieux. C'est-à-dire que le particulier a toujours l'impression, enfin souvent, les particuliers ont l'impression d'avoir trouvé une martingale et ils misent un petit peu de façon excessive sur un ou deux produits. Et c'est rarement gagnant. Il faut diversifier, il ne faut pas mettre tout son actif sur tous ses œufs dans le même panier. Voilà, c'est son côté Xirou à Frédéric Lorenzini. C'est plutôt une dizaine d'actifs plutôt qu'un ou deux actifs. Évidemment. Merci, j'espère qu'on a été clair, Frédéric. Je crois qu'on a été clair. J'espère. Mettez des petits commentaires, n'hésitez pas si on n'a pas été. On fera suivre à qui de droite, enfin à qui de droit. Merci Frédéric Lorenzini, fondateur du site N3D. Merci beaucoup.